Alors la deuxième raison de choisir Altarock, c'était accéder au meilleur du private equity mondial. Alors là, on vous a mis, Maurice et moi, un autre graphe assez intéressant. On vous a graphé sur longue période 3 bar charts. La performance des marchés cotés, la performance du private equity moyen et ce qu'on appelle la performance du premier quartile du private equity, c'est-à-dire la performance des 25% des fonds les plus performants. Il faut savoir que chaque année dans le monde, 4000 fonds de private equity lèvent de l'argent, c'est un monde complexe, et on vous a mis la performance des 1000 premiers gérants. On vous l'a mis sur 10 ans, 15 ans et 20 ans. Et on voit sur cette courbe, sur ce graphe, on voit une chose absolument incroyable, c'est que sur longue période, ce qu'on appelle le premier quartile surperforme la moyenne de l'industrie de 8 à 12% par an, tous les ans. Donc on a vu tout à l'heure que le private equity surperformait les marchés cotés. Et maintenant, ce qu'on vous dit, c'est qu'au sein du private equity, le Graal, c'est le premier quartile parce que l'écart de perf entre le premier quartile et la moyenne du private equity est considérable. Vous n'avez jamais ces écarts de performance sur les marchés cotés entre un très bon gérant et un gérant moyen. Dans le private equity, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, il y a un écart de performance structurelle énorme entre les meilleurs gérants et les gérants moyens de l'industrie. Et donc, le Graal, ce que tout le monde recherche, les plus grands instituts comme les plus grandes familles, c'est d'accéder au sein du PE au fameux premier quartile. Alors, avec Maurice, on a défini 3 règles d'or pour se construire un superbe portefeuille en private equity. La règle 1, sur la base de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est évidemment identifier les très bons gérants et réussir à investir dedans. Alors, identifier les très bons gérants, c'est complexe parce que le private equity, comme son nom l'indique, est un marché privé. La donnée, la data n'est pas dispo. C'est compliqué d'identifier ces gérants d'exception. Ils ne sont pas connus du grand public. Il est très difficile pour vous d'y accéder, de les connaître parce que ce marché est d'une opacité totale pour le client non professionnel. Donc, règle numéro 1, identifier les bons gérants et investir dedans. Règle numéro 2, privilégier au sein du private equity les segments du marché dont le couple risque-rendement est le plus attractif. Alors, notre conviction à Maurice et à moi, c'est qu'au sein du private equity, il y a des classes d'actifs qui ne sont pas faites pour des particuliers. Je prends l'exemple du capital risque, qu'on appelle en anglais le venture capital. Dans un portefeuille de fonds de private equity, un portefeuille de fonds de venture, vous avez typiquement 60 à 70% du portefeuille qui fera faillite avant la fin de la vie du fonds. Vous aurez 20 à 30% du portefeuille qui vous rendra la mise et ça n'est que sur les 10 derniers pourcents du portefeuille que vous ferez 10, 50 ou 100 fois la mise. Et typiquement, vous allez perdre 60 à 70% du fonds sur les 5 premières années, vous récupérez votre cost des 20 derniers pourcents sur les 8 à 10 dernières années et vous ne ferez 10, 50 ou 100 fois la mise sur les 10 derniers pourcents qu'en année 11, 12, 13 ou 14. À notre avis, ce type de profil de risque n'est pas fait pour les particuliers, d'où notre conviction. Au sein du private equity, pour des clients de type patrimoniaux, privilégier le LBO et ce qu'on appelle le growth equity. Et enfin, la troisième règle d'or, c'est construire un portefeuille diversifié de gérants. De même que lorsque vous investissez en bourse, il ne vous viendrait pas à l'idée d'investir chez un seul gérant, eh bien en private equity, c'est la même chose. Alors c'est déjà difficile d'identifier un très bon gérant, il vous en faut plusieurs car vous n'êtes jamais à l'abri de la défaillance éventuelle d'un très bon gérant. Donc vous devez avoir un portefeuille diversifié de fonds. Alors pas trop, parce que si vous avez trop de gérants, vous allez revenir vers la moyenne du private equity, mais plusieurs gérants pour lisser le risque spécifique à la défaillance éventuelle d'un des gérants. Donc 3 règles d'or, les meilleurs gérants, le LBO et le growth, et enfin un portefeuille. Alors, la sélection des gérants. Comment est-ce que Maurice et moi choisissons nos gérants? Alors, on vous l'a déjà dit, on ne prend des gérants que dans le LBO et dans le growth. Au sein de ces 2 catégories, comment les choisit-on? Alors, on a plusieurs critères de sélection. Critère 1, la longévité des firmes. On veut accompagner des gérants d'exception au sein de firmes d'exception. C'est très important d'avoir de très bons gérants, mais c'est aussi fondamental que ces gérants travaillent dans des firmes dont les processus, dont la gouvernance, dont la culture a résisté à des cycles économiques complexes. On veut accompagner des gérants au sein de firmes qui ont traversé 91,
2001, 2008 et 2020. Notre deuxième critère dans la sélection des gérants, c'est évidemment la performance. On veut des gérants qui, sur les 20 années passées, ont livré tous les ans en moyenne 15% de TRI net par an, de rendement par an, et sur chacun de leurs millésimes des 20 années passées, au moins 2 fois la mise nette aux investisseurs. Donc ça, c'est notre deuxième critère. Notre troisième critère, c'est un critère sectoriel. Nous avons décidé avec Maurice de privilégier 3 secteurs d'investissement. La technologie, on veut des fonds orientés sur la tech, donc c'est les telcos et le software, pour 50% de notre portefeuille. On veut des fonds orientés sur la santé, c'est 20% de notre portefeuille. Et on veut des fonds orientés sur des plateformes digitales, pour 30% du portefeuille, des plateformes digitales entreprises, ce qu'on appelle le B2B, pour 20% du portefeuille, et des plateformes digitales consommateurs, consumer, c'est ce qu'on appelle le B2C, pour 10% du portefeuille. Alors, on a choisi ces 3 sous-segments, la tech, la santé et les plateformes digitales, parce que ce sont celles qui portent les croissances sous-jacentes les plus fortes. Et dans le monde du private equity, la clé de la valorisation, la clé du retour, c'est la croissance sous-jacente. Ce sont ces 3 secteurs-là qui nous protègent au mieux grâce à la croissance future. Alors ensuite, on a évidemment un critère géographique. On veut vous construire des portefeuilles diversifiés au plan mondial et donc en termes d'exposition sectorielle. On veut des portefeuilles qui soient exposés à 40% aux États-Unis, 40% en Europe et 20% sur l'Asie, de façon à ce qu'à la fin de la journée, vous ayez un portefeuille ultra robuste, vous aurez dedans du LBO et du Growth Equity, vous aurez dedans 6 gérants, diversifiés par secteur et par géographie. Alors les fonds que Maurice et moi avons choisis, vous ne pourrez pas y accéder. Ce ne sont pas des fonds qui sont ouverts aux clients privés et c'est difficile d'y accéder pour vous pour plusieurs raisons. La raison 1, c'est très dur de les identifier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est dur de les connaître, il est dur de les identifier. Ces fonds ne sont pas connus, la plupart sont internationaux, méconnus du grand public, méconnus des clients privés. Ce sont des fonds connus par des investisseurs institutionnels qui viennent de l'industrie, comme Maurice et moi. Donc, raison 1, l'accès est complexe. Raison 2, le ticket d'entrée dans ces fonds, le ticket d'entrée minimum pour y souscrire, est à minima de 10 millions de dollars et typiquement minimum 25 millions de dollars dans les fonds d'exception. Donc, ce ne sont pas des tickets unitaires à l'échelle de particuliers ou à l'échelle de clients privés. La troisième raison, c'est qu'il n'y a pas de place dans ces fonds. Ces fonds sont tous sursouscrits. Les investisseurs institutionnels se bagarrent pour entrer dans ces fonds. Ce qu'on appelle le re-up, c'est le taux de réinvestissement dans ces fonds des investisseurs existants est de 100% dans quasiment tous ces fonds. Il n'y a pratiquement pas de place pour entrer dans ces fonds. C'est la bagarre entre les institutionnels pour rentrer dans ces fonds. Et la dernière raison, c'est que ces fonds ne sont juste pas intéressés à faire entrer des clients privés. C'est compliqué à administrer, c'est compliqué à gérer et réglementairement, c'est un casse-tête incroyable pour eux quand ils sont totalement sursouscrits par des institutionnels capables de leur amener des tickets considérables. Pourquoi s'embêteraient-ils à faire entrer des clients privés? Donc à la fin de la journée, il n'y a pas de place pour les clients privés dans ces fonds.